à l'époque de la jeunesse d'Escarpi, né en 1918, et jusque dans les années 70, on écrivait encore au stylo plume. Dans les études de notaire, jusque dans les années 60, les clercs recopient indéfiniment à la plume, la photocopieuse arrive très tardivement, à la plume tous les actes. Il est mal vu d'écrire au stylo cristal qui arrive après le chewing-gum avec le plan Marshall 1949-1952. On charge le stylo bille de tous les mots. La machine à écrire est un instrument administratif utilisé par les femmes. Elles sont secrétaires. Il est mal vu de rendre un devoir tapé à la machine, même à Sciences Po, au début des années 50. Vraiment très mal vu. C'est une offense. Robert Escarpi a travaillé au marbre, comme on disait encore à l'époque, comme journaliste, très tôt, avant 18 ans. Il tape à la machine bien plus vite qu'une dactylo et sans faute. Il tape avec 3 doigts et il porte toute son attention, toute sa vie, au caractère, à la mise en page, etc. Il a commencé aussi, dès 1939, à l'armée, il était dans un service où il tapait et où il faisait de la mise en page. Il y a dans son bureau une table d'architecte où il construit, il recompose, il découpe, etc. En tapant à la machine, il commence par organiser la page. Elle est calibrée à l'horizontale à 60 caractères. Vous vous souvenez, on taquait les marges comme on pouvait, ce n'était pas des marges, des deux côtés. Puis, j'ai dit 60 caractères et pas 60 signes parce que l'espace blanc est un caractère comme au temps de Gutenberg. Et il tape 30 lignes exactement. Résultat, la page est calibrée à 1800 signes. Conséquence, il sait exactement où il en est. Quel est le volume occupé par la première partie du livre des articles. Autre conséquence beaucoup plus importante, et là je ne prends qu'un exemple, lorsque Paul Engoulevent lui commande un que sais-je de 128 pages, Paul Engoulevent a fondé la collection Que sais-je en 1942, en pleine guerre, avant le livre de poche qui viendra plus tard, en 1953. Donc, Engoulevent lui commande 128 pages, et bien, il écrit 128 pages. L'éditeur n'infligera aucune coupure, pas de va-et-vient du tapuscrit, rien à résumer ou à réécrire, aucun temps perdu, ni en heures de travail, ni pour les délais de publication. Escarpi utilise le langage du correcteur ou de l'éditeur. Aucun frais non plus, pas de correction d'auteur, pas de correction d'éditeur ou presque. Pour écrire, il jette un plan à la main, un plan rapide et quelques mots qui seront des jalons. Et il tape directement les développements à la machine. Si quelque chose ne lui convient pas, il arrache vigoureusement les feuilles et il les jette et il recommence. Vous avez parlé de pelure, monsieur. Évidemment, tout est tapé avec un carbone et une pelure. J'ai l'impression que je parle des mérovingiens. À l'IUT, tous les étudiants vont suivre des heures et des heures d'enseignement de dactylographie. Quand paraissent les premiers dictaphones, il s'essaie au livre dicté, notamment pour Hemingway, qui paraît en 1964 à Bruxelles. Il ne recommencera pas
conscient de l'écart entre le style oral et le style parlé. Et le dictaphone ne servira plus qu'au courrier et surtout pendant les voyages. En revanche, le billet du monde, on en a parlé, une communication tout à l'heure dont je ne m'étendrai pas, est écrit à la main et dicté. Et c'est spectaculaire. Ça dure 2 minutes, 3 minutes. Allô, ici Escarpi, passez-moi une sténo. Il dicte, la sténo relit, merci, à demain. Terminé. Et les billets sont de plus en plus courts avec le temps qui passe. Dans son bureau, ça je l'ai déjà dit, c'est toujours une table d'architecte, et je les joins là, mais je pense que c'est important aussi. Il dessine, il illustrera plusieurs de ses livres d'enfants, il peint dans le sillage d'un peintre mexicain connu, dont j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra, qu'il a rencontré au Mexique. Passons maintenant au style, au singulier ou au pluriel. Les styles, parce qu'on écrit toujours dans un genre, et Escarpi se collecte à plusieurs genres auxquels il adapte sa passion d'écrire, née dès l'adolescence. Il considère le style comme une expression de soi, une création, un message adressé au public. C'est-à-dire que la communication est déjà en grande partie dans le style. Quel que soit le genre dans lequel il écrit, la première caractéristique, c'est la clarté. Si j'osais, je dirais que c'est la clarté de Gustave Lançon, 1857-1934, qui fut directeur de l'École normale supérieure. Comme Lançon, il m'en a parlé plusieurs fois de Lançon, comme Lançon, il utilise des faits, des dates, des influences, et il est belliqueux comme Lançon. La comparaison s'arrête là parce que Lançon n'accorde existence à une science que si elle a une méthode propre, et ce n'est pas le cas des sciences de l'information et de la communication qui empruntent des méthodes aux autres sciences. Qu'il enseigne, qu'il donne une conférence, qu'il fasse cours, selon l'expression, qu'il écrive un rapport administratif, un ouvrage scientifique, un roman ou une nouvelle, son style est bref, parfois incisif, clair, toujours dans le vraisemblable. Et il convainc par son attitude charismatique dont Anne-Marie a parlé. En fait, c'est l'éloquence de la dissertation, un genre bien français, et typiquement français, d'où sourd d'ailleurs la dialectique. Il refuse tout jargon à la mode, lui qui est si sensible aux modes intellectuels. Quelle que soit la mode, ou la succession des modes, c'est-à-dire les mouvements des idées en fait, qui vont traverser le XXe siècle comme lui et avec lui, la psychanalyse, la sémiotique, le structuralisme, et j'en passe. Il gardera toute sa vie le même style, avec davantage de fluidité pour une communication orale, cours, congrès, colloque, et une phrase plus balancée dans les descriptions destinées aux ouvrages à lire. Toujours, l'auditeur et le lecteur demeurent présents dans son écriture. La deuxième caractéristique, toujours à mon sens, c'est l'aspect belliqueux du style des écrits. Il aime ferrailler, provoquer, il déteste, Anne-Marie en a parlé, il aborde même, le sectarisme, le corporatisme, l'élitisme et par-dessus tout le parisianisme. Et il le fait savoir
jusque dans son style. Cela ne l'empêche nullement de se plier au genre administratif, dans une multitude de rapports, de soumissions de projets, de réponses à des appels d'offres, etc. Le plus souvent, c'est pour obtenir des finances et en rendre compte. Connaissez-vous le poème administratif? Comme il m'en a commandé plusieurs, je peux vous dire que c'est un sous-genre des plus difficiles. Qu'est-ce que c'est? C'est l'art d'écrire pour ne rien dire. Eh bien, essayez, vous allez voir comme c'est difficile. Ces romans ou ces récits sont émaillés de magnifiques passages de grande littérature. Ces passages sont alors écrits à la main. Un exemple, Appelez-moi Thérèse, publié en 1975, ouvrage qui va motiver un échange de lettres, mais je ne sais pas s'il y en a plusieurs, en tout cas je n'en ai vu qu'une, avec François Mauriac. Ce roman, Appelez-moi Thérèse, reste son roman préféré, mais c'est certainement un des plus littéraires de tous. Dans sa jeunesse, Victor Hugo aurait voulu être Chateaubriand. Dans sa jeunesse, Robert Escarpi aurait voulu être Victor Hugo. Pourquoi? Pour la proximité de l'œuvre de Victor Hugo avec le peuple. Et peut-être aussi, même sûrement, pour faire l'objet d'une vénération populaire grâce aux récitations de l'école primaire. Et l'importance de Victor Hugo nous a encore été révélée dans l'enquête que je suis allé mettre en place au centre de sélection militaire à Limoges. C'est l'enquête sur le livre et le conscrit qui a été publié, republié, dont les questionnaires ont servi de modèle pendant plusieurs générations d'étudiants en thèse, etc. Et cette enquête montrait, avec des orthographes variées, l'importance de Victor Hugo, du moins dans la connaissance des écrivains. Il était cité encore plus souvent que Paul Kenny et San Antonio. San Antonio a été découvert dans le questionnaire, dans les réponses au questionnaire, des 4716 recrues qui ont répondu grâce à la bienveillance de l'armée. Son style porte la marque de l'universitaire, de l'ancien élève de l'école normale supérieure. Et ça, je pense aussi qu'il ne faut jamais l'oublier, et que l'humour tient de sa fréquentation de l'Angleterre, puisqu'il est agrégé d'anglais, qu'il a fait de très nombreux séjours, mais vient aussi du canular de l'école normale supérieure, du goût du canular. De nombreux universitaires écrivent des romans qui n'ont pas toujours le succès qu'ils espèrent. Bon, il serait peut-être cruel de citer ses contemporains universitaires, bien que j'ai quelques noms. Au contraire, beaucoup des œuvres de Robert Escarpi sont primées. Je vous renvoie à la bibliographie que j'avais établie avec Maïka Fourgeau. Pourquoi? Parce qu'il arrive, Robert Escarpi arrive à transgresser le style académique, à donner de la vivacité au dialogue, notamment dans les livres pour enfants, auxquels il consacre sa retraite. Il est vrai que derrière ces succès se profile aussi l'ombre portée des billets du monde, de l'humoriste et de la Ligue de l'enseignement, qui lui assure déjà un public, et les éditeurs le savent et en profitent. Deuxième élément, les lectures. Deuxième partie, les lectures de Robert Escarpi. La lecture
nourrit l'écriture. Mais j'ai préféré traiter l'écriture en premier, c'est-à-dire partir du manifeste, de l'œuvre. Restons prosaïques. La vitesse de lecture de Robert Escarpi est très importante. Et il a une grande vitesse aussi à tirer d'un texte immédiatement la substantifique moelle. Alors peut-être une petite anecdote. À cette époque, dans les années 60, c'est l'époque où on se soucie de la lecture rapide. C'est François Richaudot qui va faire partie aussi des sciences de l'information et de la communication. François Richaudot est éditeur, il édite la revue Communication et Langage, et il a inventé un petit gadget. C'est une espèce d'équerre dans lequel il y a un bras mobile. On monte avec une clé, comme un jouet d'enfant, comme les petites voitures. On l'applique sur la page. On commence par mettre lentement la descente de la barre, puis de plus en plus vite, puis de plus en plus vite. Je dois dire que cet organe rudimentaire, qui nous avait beaucoup amusé parce que nous lisions, lui comme moi, et probablement vous tous aussi, beaucoup plus vite que la vitesse maximum. Et ce petit objet, ce gadget, Escarpi adore les gadgets qu'il appelle des bidules. Ce petit objet est vite tombé aux oubliettes. Alors, ces lectures sont elles aussi organisées selon deux directions, mais ce ne sont pas des directions, deux principes, si vous voulez. Le premier, il n'existe pas de document écrit, et peut-être même oral, c'est-à-dire en partie passé par les médias, qu'il écrit sans S, et il félicite André-Jean Tudesque dans une lettre que j'ai pour garder média au sens latin, enfin à l'écriture latine. Il n'existe pas de document entièrement dénué de valeur heuristique. Tout document est la manifestation de quelque chose. Et là, Robert Escarpi rompt délibérément avec l'attitude du lettré qui n'accepte que la grande littérature, objet et résultat d'un tri effectué par les générations. C'est la première partie du que sais-je, de sociologie de la littérature, qui sera traduit en 23 langues et qui aura 8 rééducations successives. Maintenant, ce sont 2 littéraires qui l'ont refait, c'est Paul Aron et Alain Viala, que je connais aussi. Donc, il rompt avec l'attitude du lettré qui n'étudie que la littérature élitiste et ne voit pas qu'il existe et qu'il a toujours existé, qu'elle partage, etc., une autre littérature. Robert Escarpi prend en compte tous les types de textes et s'intéresse dès le départ au circuit de la production écrite. Monsieur, vous avez cité des préétudes faites par Robert Escarpi sur les libraires d'Arcachon, etc. Et d'ailleurs, les circuits sont la première étude que nous ferons avec la classe de la lecture à Bordeaux, publiée en 1963. Donc, il s'intéresse aux faits littéraires, c'est-à-dire en partie à la littérature hors du texte,
selon l'heureuse formule de Robert Serre, dont la thèse a été publiée 25 ans après. Le second principe, c'est le concept de la trahison créatrice. Lire, c'est rencontrer la pensée d'un autre, mais c'est aussi le trahir sa pensée, parce qu'on lit avec ce qu'on est soi-même. Et cette trahison créatrice, cette trahison, cette lecture, est créatrice parce qu'elle génère d'autres œuvres nouvelles. Ce concept de trahison créatrice est présent en permanence dans la vie d'auteur de Robert Escarpi, à partir du moment où il l'exprime en 1961 dans le Yearbook de littérature générale et comparée. Le Yearbook, c'est lui aussi qui a en partie fondé l'association nationale, l'association internationale de littérature comparée. Si vous me permettez une autre digression, je dirais qu'il serait heureux de cette journée. Il aurait aimé le contenu de cette journée. Un petit exemple tout cru, dont j'ai parlé hier soir avec Franck Cormeret. Escarpi parle de communication écrite et jamais de sciences de l'écrit. Les sciences de l'écrit, c'est Robert Estival. Or, les sciences de l'écrit ont changé plusieurs fois dans l'évolution de Robert Estival. Au début, quand il arrive ici en octobre 68. Enfin, je pourrais vous raconter comment il est rentré en contact avec Estival, mais je ne pense pas que nous ayons le temps. Je reviens, la conception de la bibliologie par Robert Estival va de la science du livre, au début c'est le livre uniquement, d'ailleurs bibliologie, c'est une étymologie, jusqu'aux sciences de l'écrit. Et là il y a toute une évolution personnelle, plus étendue, qui s'étend encore avec la création officielle des sciences de l'information et de la communication. La conception de Jean Méria sur les sciences de la communication n'est absolument pas celle d'Escarpi. Anne-Marie a fait allusion. Pour Jean Méria, les sciences de l'information et de la communication, c'est l'information science. On en a parlé souvent avec Robert Escarpi, et Robert Escarpi avait un petit sourire. Mais ça ne dérange en rien Escarpi. Ils travaillent ensemble avec Jean Méria justement à la Fondation des sciences de l'information et de la communication, et cela ne dérange absolument pas Escarpi. Mais les amalgamés relèvent aussi de la trahison créatrice. Les deux préceptes que je viens d'énoncer mobilisent le choix de ces lectures. Ces lectures sont un butinage qui n'a rien de hasardeux. D'une part, Escarpi lit pour écrire, et d'autre part, il lit aussi avec d'autres finalités qui sont les finalités de tout le monde. Mais toutes ces lectures, quelle que soit leur finalité, se retrouvent dans ces écrits dont les genres sont fort nombreux. Il lit pour écrire. Comment choisit-il ses lectures? Ses choix s'enracinent d'abord dans l'actualité et dans le mouvement des idées, le mouvement qui se sont succédés au cours du déroulement de sa vie. Il n'adhérera pas à tous, il n'a pas le temps. Alors je prends quelques exemples en essayant de les replacer, tant bien que mal, parce qu'il faudrait pas trop de temps, dans le contexte sociétal.
L'actualité, c'est la presse. Le matin, il part acheter Le Monde, qui est paru le numéro, l'exemplaire, qui est paru 12 heures avant, à Paris. Il prend de nombreux autres quotidiens ou magazines, et dans Le Monde du matin, il trouve une idée pour écrire le billet, et je vous ai déjà raconté la suite. La presse parisienne n'atteindra vraiment Bordeaux qu'après les compositions programmées puis informatisées, et je rappelle qu'il faut 7 heures pour aller à Paris, presque jusqu'aux années 70. L'actualité, c'est aussi la télévision en noir et blanc, avec une seule chaîne d'abord, mais il suit et il participe aux émissions Lecture pour tous avec Pierre Desgroupes, Pierre Dumayet, comme il participera aussi avec Bernard, enfin vous savez très bien ce que je veux dire, Pivot. Bernard Pivot, excusez-moi. Avant la publication d'un article de George Friedman qui a fait beaucoup de bruit dans Le Monde à la une, en 1963, article tiré L'école parallèle, il pressent le rôle éducatif qu'a joué la télévision en observant les réactions des Béarnais dans un café à la frontière espagnole, devant la télévision, où se joue Andromaque. Et il est évident que c'est un instrument formidable. Il lit la presse littéraire spécialisée, et il y en a beaucoup. Il y en a toujours beaucoup, mais elle était très différente autrefois. Il lit le Times Literary Supplement, je vous rappelle qu'il parle 5 langues. Il lit les nouvelles littéraires, la lettre française, où domine Roger Vaillant. On en reçoit certains à l'ILTAM. J'envoie à Berlin, à l'université Humboldt, les lettres françaises, parce que là-bas, on a le droit de lire, de recevoir et de lire seulement les lettres françaises, et il n'y a pas un sou pour acheter des journaux ou des livres à l'étranger. Et il y a une seule photocopieuse encore en 1989, avant la chute du mur, pour la totalité de l'université Humboldt. Je suis allé y parler. Donc il lit la presse spécialisée. Il accompagne les pages littéraires du Monde, pages que dirige Jacqueline Piatier, il en avait parlé aussi, et il admire beaucoup Jacqueline Piatier. Au moment où arrive la célébration de l'année internationale du livre en 1972, et il y a dans le fonds que vous possédez beaucoup d'éléments qui concernent cette célébration de l'année internationale du livre, qui sera recommencée avec beaucoup moins d'influence, d'importance et de lustre en 1982. Et c'est Robert Escarpi qui fera le discours de lancement de cette célébration. Donc il écrit des critiques sur le livre d'enfants. Et cette revue a pris une importance que vous avez soulignée, et le centre fondé par Denise Escarpi a pris maintenant son nom il y a 2 mois à la bibliothèque municipale. Son importante bibliothèque personnelle est alimentée, en plus du fonds classique, par
des envois d'auteurs, d'éditeurs, qu'étant un compte-rendu qui n'arrive pas toujours. Il utilise toutes les ressources institutionnelles, les librairies, qui pullulent à Bordeaux avant leur concentration plus tardive, les bibliothèques de prêt vont être très importantes à Bordeaux sous l'impulsion de Louis Desgraves. Il est très sensible au mouvement des idées, j'ai déjà fait allusion tout à l'heure. Il les pressent dans la presse scientifique, dans les discours, dans les conversations avec ses collègues qui ont aussi joué un rôle important. Et son intérêt pour les futures sciences de l'information et de la communication vient de très loin. On cite beaucoup, mais je me suis toujours demandé si on l'avait lu, l'article sur un acte littéraire est-il un acte de communication, qui est d'abord envoyé à Royaumont pour un colloque auquel il ne participe pas. Il ne mettra jamais les pieds à Royaumont, pas plus qu'à Cerisy. C'est moi qui l'envoie. Et je vais à Royaumont et je porte cet article. Et c'est bien dommage parce que à Royaumont, on rencontre énormément de gens, dont Adorno, Gurvitch, vraiment Bourdieu, beaucoup de gens. Il n'ira pas non plus à Cerisy, où où j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus après travailler avec Robert Escarpi, dont Jacques Dubois, qui travaille sur l'Institution de la littérature et qui participe en sous-main à beaucoup de nos travaux, avec lesquels je suis d'ailleurs déjà encore en relation de temps en temps épistolaire. Donc cet article est précédé et publié plus tard dans Philolowski Pregled, une revue universitaire serbo-croate à Belgrade. À ce moment-là, Dragan Nedeljković, qui travaille sur la correspondance entre Romain Rolland et Stéphane Zweig, vient à Bordeaux passer un an. Parce que c'est quelque chose de très fréquent aussi. On passe quelques mois à Bordeaux dans le centre de recherche de Robert Escarpi, on y envoie des étudiants faire des stages, soit étrangers ou français. Et donc, Dragan Nedeljković demande à Escarpi un article, et Escarpi ne veut pas écrire l'article, et il lui dit maintenant prenez celui-là, et l'article paraît à Belgrade. Mais qui atteint-il? Peut-être dans le monde de l'Est, mais beaucoup moins en France. Cet article est précédé par d'autres travaux dont on ne parle jamais, qui est le numéro d'information sociale qu'il dirige en 1956. Il est intéressant parce qu'il remet autour de Robert Escarpi toute une foule de gens qui ensuite, dont le contact jouera un rôle, par exemple dans la fondation de l'IUT, dans d'autres travaux, etc. Je ne vais pas les énumérer, il y en a des quantités. Il suffit de le reprendre. Je crois que j'ai mis ces deux numéros ici, je ne sais plus. Il y a aussi le colloque de Sarrebruck en 1961, dont la communication n'aura pas ou très peu de diffusion. On ne dira jamais assez, en revanche, le rôle joué par l'UNESCO à partir des contacts pris en 1960 avec le département de la libre circulation de l'information dirigé par Julian Berstock.
Les contacts sont pris dès 1960. En 1964, dans l'enceinte même de l'UNESCO, Escarpi fait 2 communications au Congrès national des éditeurs et au Congrès des libraires 2 jours de suite. Toute la documentation de l'UNESCO lui est ouverte. Elle lui est offerte pour écrire d'abord La Révolution du livre, qui est la révolution du livre de poche, publiée en 1965, traduit en 11 langues en 1973. On parle beaucoup du Billet du Monde, qui en effet le propulse sur la scène internationale, mais on ne parle pas de l'UNESCO qui le propulse aussi dans le monde lettré, dans le monde scientifique et aussi dans les institutions qui se créent petit à petit, aussi bien en Afrique qu'en Amérique ou en Asie. C'est Robert Escarpi qui va aller créer, à la demande de l'UNESCO, les centres internationaux du livre. Ces centres internationaux sont créés par l'UNESCO, un par continent, il y en aura 2 en Asie, pour promouvoir le livre dans tout un continent. Et j'irai moi-même à un voyage que j'entreprends toute seule, 2 fois. J'irai à Bogota pour mettre en place des enquêtes, pour fabriquer les questionnaires, à la fois pour la première fois j'y vais pour l'UNESCO, la deuxième fois j'y vais pour l'Institut d'éducation ibéro-américain. Et je voyage en Amérique latine où, bien sûr, je contribue à faire la promotion des sciences nouvelles. Escarpi écrit ensuite avec Ronald Barker La fin de lire, fin FAIM, en 1973, qui est traduit seulement en 8 langues. Ces publications entraînent de très nombreux voyages et la connaissance de d'autres cultures, de d'autres types de publications et de d'autres types de lecteurs. Parler 5 langues permet aussi de mieux comprendre et plus rapidement ces nouvelles cultures. Dans le mouvement des idées, il choisit certains courants et en délaisse l'autre. Il se méfie des origines parisiennes de ces mouvements. Le lettrisme de 1946 à 1958, dans lequel Estival joue un rôle, mais Escarpi s'en soucie très moyennement. Le lettrisme ne l'atteint pas plus que le situationnisme, créé en 1952 et qui survit jusqu'en 1969. Mais l'Institut de littérature et de techniques artistiques de masse, le centre de sociologie auparavant, reçoit la revue. J'en ai mis quelques-unes ici. Et dans les productions de l'international situationniste, Estival, Goldman et bien d'autres sont d'ailleurs malmenés. Mais je n'ai pas trouvé trace de Robert Escarpi, parce que Estival a rompu aussi avec le lettrisme, avec les débuts du situationnisme. Mais c'est une sphère parisienne. La psychanalyse, le nouveau roman ne le tente pas. J'essaie de tenir un ordre chronologique. Le nouveau roman ne le séduit que peu. Il le lit bien sûr, mais peu. La psychanalyse, et plus encore le courant lacanien du début des années 70, ne l'intéresse pas.
Le courant linguistique le tente. Il lit Chomsky. La sémiotique lui plairait, mais il n'adhère pas lui-même. Il confie à d'autres dans le centre de recherche, notamment à Charles Boisis, qui est mort il y a deux mois, de s'occuper du courant sémiotique. Pour des raisons militantes, il se concentre sur les sciences de l'inforcom, l'information-communication, et veut leur donner un fondement théorique français. Il se documente sur Bell, Warren, et choisit d'étudier en profondeur Claude Shannon. Il les lit pour écrire, pour doter cette nouvelle science à la française qu'il a contribué à créer d'une théorie en français. Il éprouve énormément de difficultés à écrire la théorie générale des sciences de l'information et de la communication. Il était exaspéré par la résistance des théories mathématiques, alors qu'il est littéraire, et pourtant il comprend parfaitement l'anglais. Il était tellement furieux de cette résistance que j'ai eu peur qu'il abandonne. Et je peux vous dire, en parenthèse, qu'il n'était pas de très bonne humeur. Hein. Je n'ai pas cité, mais la lecture, c'est Élie Roubine, la lecture d'Élie Roubine et le contact avec Élie Roubine qui vont lui fournir un éclairage et lui permettre d'écrire cette théorie. Je n'ai pas cité les séminaires, très nombreux, qu'il organise en faisant discuter ses collègues littéraires et scientifiques autour d'un thème littéraire dès 1950. Autour de conférences où il y avait vraiment ses amis, et pas seulement ses amis, de l'université tout entière, et qui donnera lieu à la publication d'un bulletin multigraphié, le bulletin de littérature générale et comparée. Il initiera un séminaire plus scientifique ensuite avec des scientifiques, mais ce séminaire finalement n'aura pas de suite éditée, sur la reconnaissance des formes, qui est bien aussi un thème de communication. Il participe à de nombreux jurys de thèse dans toute la France, y compris avec Passeron une fois, et tout cela est l'occasion de rencontrer d'autres collègues, d'autres modes de pensée, d'autres bibliographies. Il lit Marcuse, Northrop Frye, l'école de Constance, Yahous et Isère. Il est parfaitement au courant de la recherche en train de se faire. Évoquant très brièvement ses lectures de loisirs, il lit de la science-fiction, Asimov par exemple, Francis Carsac, qui est le pseudonyme de son collègue François Borde, un préhistorien de renommée internationale. Il écrit lui-même de la science-fiction pour adolescents. Il lit San Antonio, ce ne sont que des exemples, hein, et fait venir Frédéric Dard, avec lequel il tisse des liens d'amitié durables. Pour conclure, je n'en finirai pas d'énumérer toutes les activités et toutes ces créations de services, par exemple, à l'université Bordeaux-Montaigne, Radio-Faculté, l'imprimerie, une maison d'édition qui deviendra les presses universitaires de Bordeaux, l'audiovisuel, la cafétéria, etc. À l'Institut, au Centre de sociologie des faits littéraires, à l'Institut de littérature artistique de Masse, et après
le Congrès international de littérature comparée qui se tient à Bordeaux en 1970, 400 personnes. C'est un va-et-vient dans les locaux des centres de recherche. C'est un va-et-vient de chercheurs français, étrangers, de traducteurs, notamment des pays de l'Est, d'étudiants étrangers qui viennent voir le maître, dire qu'ils l'ont vu, et se nourrir directement des écrits de Robert Escarpit et de quelques membres de son équipe. En fait, son œuvre, comme sa carrière, se présente comme une arborescence, et elle suit le rythme d'un feu d'artifice. Il est sûr qu'il est servi par une immense mémoire, une très grande intelligence. Je ne sais pas si je vous le dis, je lui ai fait passer des tests. Moi, je sortais de la psycho. Ou surtout, je ne le dis pas, je lui ai fait passer des tests. Celui qui voulait, il s'amusait follement. Et quand je faisais des enquêtes ailleurs, il commençait par passer des questionnaires tellement ça m'amusait. Donc, je ne peux qu'être heureuse de ces journées et futures journées. Voilà. Je suis professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne, pas exactement dans le même secteur. En fait, je suis angliciste, c'est pour ça que Franck Corneret m'a convié à cette journée d'études. Et alors, ma question va porter sur... vous avez parlé des traducteurs qui circulaient donc sur le campus et autour du centre de recherche. Qui venaient, j'en ai amené plusieurs à la brève. Voilà. Alors, ma question, puisque je suis moi-même traductrice et investie dans les études traductologiques, c'est quelle relation entretenait-il avec la traduction? Est-ce que lui-même faisait de la traduction? Si oui, qu'est-ce qu'il traduisait? Parce que j'ai trouvé trace d'aucune traduction dans les bibliographies que j'ai pu consulter jusque-là. Voilà. Donc il ne faisait pas de traduction. Et est-ce qu'il s'intéressait au milieu des traducteurs? Parce que bon, j'ai vu une partie de ses enquêtes sur la traduction, enfin plutôt des relevés statistiques qu'il a fait à partir de l'index transnationaux, etc. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Mais est-ce qu'à votre connaissance, il avait des relations avec des traducteurs poussés? Est-ce qu'il avait un intérêt marqué pour les problématiques de la traduction? Bon, il s'intéresse à la traduction, mais je pense que jamais il ne dira à un traducteur « là, vous vous êtes vraiment trompé ». Ce qui l'intéresse, c'est que ces livres aient une influence. Il s'intéresse à la traduction, oui. Madame Escarpit fait des traductions. Denise Escarpit fait des traductions, oui. Mais lui, non. Et donc, les traducteurs qui circulaient, donc, que vous avez mentionné tout à l'heure, c'était ces traducteurs, c'est ça? Oui. Traducteurs de son... Oui, ils venaient. Okay. Quand ils pouvaient. Parce que, généralement, enfin, les gens des pays de l'Est n'avaient pas le droit de venir. Celui qui a le plus œuvré pour ouvrir les pays de l'Est, c'est Robert Estival, qui voyageait aussi dans les pays de l'Est et qui se débrouillait pour faire venir en France des gens qui n'y étaient jamais venus et qui n'y seraient jamais venus sans lui. Merci. Dans tout ce que vous avez dit, j'ai été particulièrement intéressé par ce que vous avez dit de la rue d'Ulm. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'Escarpit était un normalien, avec cela comporté pour les meilleurs, d'humour, et c'est quelque chose qu'il a accompagné toute sa vie et qui a certainement marqué toute son œuvre. Et il ne faut jamais oublier cet éclairage si l'on veut comprendre effectivement ce qu'a été le cheminement d'Escarpit. Alors il y a des choses qui sont plus difficiles à comprendre, évidemment, certains de ses enthousiasmes. Nous avons, au Centre d'études canadiennes de Bordeaux, été témoins de son enthousiasme pour Gros Louis. Pour Gros Louis, qui était Gros Louis?
c'était le roi des Micmacs, de la tribu des Micmacs vivant encore à Montréal. Et Escarpit est revenu du Canada un jour en nous faisant un mélange dithyrambique de Micmac, de Gros Louis et de la pensée de Gros Louis, de la personnalité de Gros Louis. Je pense qu'il n'en pensait pas un mot, mais il avait été frappé par ce personnage et voulait en faire profiter ses auditoires. Et je crois qu'il faut toujours tenir compte de cette dimension de la pensée d'Escarpit, parfois à la limite du canular. Oui, il y aura, je pense aussi au canular, le prétendu Jean-Sébastien Mouche, fondateur des bateaux-mouches, était un canular qui a pris, puisque même un ministre s'est déplacé. Pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, le premier assistant qu'il prendra, c'est Pierre Orecchioni, qui sort de Normal. Oui. Oui, il y a raison. Il y a un réseau. Il y a un réseau. Alors, il n'était pas parisien, certes, mais il était profondément normalien. Oui. La rue d'Ulm, c'est quand même à Paris. Oui, et il y va en plusieurs morceaux, parce que la guerre interrompt sa fréquentation de l'école normale. Alors, je reviens sur... Oui, pardon. Je reviens sur... Petite anecdote. Il était vers la fin de sa vie un peu malade, donc il va consulter le cardiologue à Langon, et le cardiologue lui tape sur l'épaule en lui disant « Vous allez parfaitement bien ». Il sort de l'hôpital et il s'écroule. Donc l'humour aura marqué jusqu'à la fin de son existence. Et lors de ses obsèques religieuses, alors qu'il était franc-maçon, Non, il n'était pas. enfin, il était proche. Son père n'était pas. Lors de ses obsèques, la porte de l'église était restée ouverte et un chien a remonté toute l'allée. Et je trouve que ce côté dérisoire d'un chien lors de une cérémonie où nous étions tous très émus, ce côté dérisoire rejoint son sens de l'humour et sa navigation permanente entre deux univers. Et Jean Devez l'a écrit, ça, dans son article dans Ernest. Oui, vous avez fait référence à son passage du marxisme au communisme. Qui dit communisme dit intellectuellement matérialisme dialectique et historique, le diamate. Donc en fait, je voulais savoir, parce que je sais que dans ces années-là, il a préfacé un ouvrage d'un philosophe qui a été superbement ignoré justement du milieu parisien, qui s'appelait Michel Clouscar. Et en fait, je voulais savoir ce qu'il pensait, du fait que moi je suis étudiant par exemple à l'UBM, donc anciennement l'Université Bordeaux 3, où justement ces idées se rebondissent quand on les utilise dans les devoirs, comme sur un mur, avec une rhétorique où on nous dit que ce sont des idées du 19e siècle dépassées. Alors lui, qu'est-ce qu'il pensait là-dessus, sur le matérialisme dialectique et l'utilisation intellectuellement de ça dans les travaux universitaires? Quand on participait au colloque Goldman à Bruxelles, toutes les communications, sauf deux, commencent par « je suis marxiste », sauf Silbermann, qui viendra ici passer à sa retraite depuis d'une année, et sauf Keller, qui travaille avec Silbermann à Cologne. Toutes commencent par ça, je suis marxiste. Mais vous croyez que Goldman, qui s'est échappé 2 fois de Roumanie, qui a été emprisonné, et que Jean Piaget a réussi à faire sortir de prison, Jean Piaget, le psychologue à Genève, vous croyez que Goldman était communiste? Il était marxiste, mais il n'était pas communiste. Bien qu'il soit quand même empreint d'une certaine doctrine qui est d'obédience marxiste.
À ce moment-là, ce n'est pas la même chose. Mais vu avec plus d'un demi-siècle de distance, on amalgame tout. Et dans tous les diplômes, mémoires qui sont faits sur Robert Escarpi, en France, enfin à Bordeaux surtout, mais à l'étranger, j'en ai reçu plusieurs, d'Allemagne notamment, de Copenhague, tous disent il était communiste. Non, il le devient, oui, il le devient, mais il ne prend pas sa carte. Il est compagnon. Il est compagnon. C'est comme ça, une espèce très répandue. Si vous voulez, il ne prendra jamais sa carte, mais il est élu au conseil régional avec la délégation communiste, et il sera dans l'opposition à la mairie de Pessac, Oui. et une opposition, musclée, c'est tout à fait ça, musclée, dure, comme membre entre guillemets, mais il n'en est pas membre du Parti communiste. Alors, pourquoi il devient communiste tout d'un coup? Il devient communiste quand? En 1982, à peu près 18 mois après l'avènement de Mitterrand. C'est pas un hasard. Non, ce n'est absolument pas un hasard. C'est là où il fait un livre blanc, d'ailleurs. Il fait son livre blanc à cette période-là. Qu'il envoie à Mitterrand. Voilà, c'est ça. Et il reçoit, nous avons bien reçu, nous vous remercions. Hop. Et c'est 83 qui arrive après. Voilà. Et il devient communiste après. Le petit voyant vert. J'ai deux questions. En fait, je viens de lire l'ouvrage que j'ai acheté au Puce aussi. Alors vraiment, merci les Puces de Bordeaux de Charles Boisnis, dont je ne savais pas qu'il avait disparu, et sur la littérarité, et qui était en fait l'édition de sa thèse soutenue avec Barthes et Derrida. Et donc c'est le concept de littérarité dont je dirais deux mots cet après-midi, mais je ne savais pas d'ailleurs qu'il vient de décéder. C'est un peu dommage parce que je pensais qu'on pourrait l'inviter l'année prochaine, et donc déjà ça c'était une première remarque. C'est un ouvrage d'une érudition incroyable, d'une qualité rare. C'est une thèse publiée sans retouche. C'est quand même voilà. C'était un puits de science. Ouais, c'est vraiment un personnage, alors qu'il est peu connu, il n'y a pas de traces sur Internet, c'est incroyable aussi, pas beaucoup. Non. Combien de choses J'ai cherché, et donc là, à mon avis, il y a un travail à faire sur sa participation, parce qu'il était au CNRS à l'époque, et il est resté au CNRS. Oui, il est resté au CNRS, c'est très très bizarre. Là, il y a, à mon avis, aussi une ligne de fuite à creuser. Ma question, c'est... C'est Escarpi qui le fait rentrer au CNRS. Oui, bien sûr. Et là, la relation entre les deux... Lui, il a revu le discours social. Voilà, tout à fait. En 1970, avec un premier article de Charles Boisnis, qui s'appelle « L'instance du tétique ». Tout à fait. Et en fait, il y a une reprise théorique, et il va pas plus loin, mais il formalise plus théoriquement ou théorétiquement les travaux d'Escarpi, qui sont... Escarpi lance l'intuition, et en fait, c'est Charles qui, d'une certaine manière, je pense, formalise plus, c'est l'impression que j'ai. En fait, en tous les cas, c'est l'impression que j'ai. La remarque que je ferai, et après je poserai la question, c'est qu'effectivement, il faudrait que nous numérisions, et là, les premiers numéros de la revue, parce qu'elles font partie du patrimoine des sciences de l'information et de la communication. Peut-être pas tous les numéros on va voir, mais au moins certains, parce que ça me semble important. Ma question, même plus qu'important, parce que par rapport à certaines revues, par la suite, oui, mais c'est ça qu'il faut... c'est un peu comme les premiers numéros de l'international surréaliste ou de l'international situationniste, etc. Dans les premiers numéros, il y a beaucoup de choses, Et donc là, à mon avis, sur 4 numéros, il faut faire quelque chose. Ma question, c'est la question sur Elio Roublin et la relation, alors pour moi, qui reste très mystérieuse, entre Robert Escarpi et Robert Estival. Est-ce que vous pourriez revenir un peu là-dessus? Alors, je crois que Anne-Marie en parlerait mieux que moi. Comment s'est fait cette alliance s'il y en a un qui va chercher l'autre, c'est évidemment, il s'entoure, Robert Escarpi s'entoure de Robert Estival, parce qu'il voit chez Robert Estival un potentiel qui, à mon avis, est important. Et comment ça se passe à ce moment-là? Et après, comment ça se passe plus? Je sais pas. Ce que je peux vous raconter, c'est comment il a recruté Estival, mais pour Elio Roublin, j'aimerais mieux que ce soit Anne-Marie là, parce que ça se passe à Paris.
Oui, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Robert Escarpi s'appuyait sur des gens très différents, dans une relation courtoise généralement. Il était attiré par le complément et le contraire. Alors, c'était une collaboration de collègues, puisque Robert Estival venait toutes les semaines à Bordeaux délivrer ses cours et continuait d'habiter Paris. Et entre parenthèses, tous les mardis soirs, il venait dîner chez moi à la maison. Donc j'étais bordelaise à l'époque. J'étais au courant que cette collaboration était marquée par beaucoup d'échanges. Oui, ils n'avaient pas le même tempérament, ils n'avaient pas la même vision des choses, ils ont collaboré. Alors la rupture, je ne sais pas, je crois il a fini par rester tout le temps à Paris, il me semble. Robert Estival. C'est lui qui a quitté Bordeaux. Mais non, il a pris sa retraite. Non, il reste jusqu'à la fin. Il reste jusqu'à la fin. Il reste jusqu'à la fin. Il à Paris, il avait un domicile à Bordeaux. Oui. Il venait du jeudi au samedi. Oui, parce que sa femme Danielle, en fait, nous a dit aussi qu'elle restait aussi de temps en temps ici quelques jours en week-end. Mais il y avait eu aussi une rupture avec les sciences de l'information et de la communication qui tenaient congrès et colloques. Et il y avait eu à Tunis une rupture. Je pense que Robert Estival était un homme plus entier encore que Robert Escarpi. Je repose ma question différemment par rapport à l'association internationale. Je repose ma question différemment par rapport à l'association internationale de bibliologie. Quelle est la position de Robert Escarpi par rapport à l'association internationale de bibliologie? Parce qu'en fait, c'était quand même un peu le bébé de Robert Estival. Il ne s'en est jamais occupé. Jamais, Pourquoi? jamais, jamais. Il n'y est jamais allé à la Tour Ruby. Et pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça, d'accord. Je suis désolée. C'est comme ça. Et moi non plus, je ne suis jamais allé à la Tour Ruby, mais je cotisais à la... On ne dit pas de consigne, c'était pas possible. Il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué, je voudrais écouter avec attention. Il me semble que Robert Escarpi avait été membre au moment de la lutte contre le franquisme, qu'il a été membre des brigades quelques mois. Ça lui a été reproché d'ailleurs, c'était mal vu. Parce que Nicole Robin a commencé en disant qu'il y avait premièrement un aspect militantiste, et je crois que c'est la clé pour comprendre son action. Et parfois ses contradictions ou ses évolutions. C'est cet aspect militant, marxiste, mais effectivement pas communiste, parce qu'il ne supportait pas les dictatures d'où qu'elles fussent. Pourtant, vous avez fait le lien avec l'Albanie, non? Oui, C'était en Ouais. Mais oui, l'Albanie, nous sommes très nombreux à ne pas avoir compris. Mais on pouvait lui en parler. Il fréquente les pays de l'Est parce qu'il a des droits d'auteur qui ne peuvent pas être exportés. Donc il va les dépenser sur place. Donc, c'est la petite histoire qui fait la grande. Elle l'a fait pas vraiment, mais elle en est le soubassement. Donc il va dans tous les pays de l'Est, il va en Russie, enfin en URSS, etc., pour dépenser ses droits d'auteur sur place, autrement il n'en a pas. Il va en Albanie, et en Albanie il est reçu comme un chef d'État. Ah oui, oui. Alors, dans le fond, aux archives, on voit... Oui. Oui, non, mais donc justement, mais beaucoup d'intellectuels se différencient entre marxistes et communistes, par exemple un ponte de la sociologie comme Henri Lefebvre. Mais ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce qu'il pensait justement, justement de ne pas voir le marxisme comme un dogmatisme qui a donné les dictatures et de faire évoluer par la dialectique l'intellect dans les travaux universitaires, de les faire évoluer et de les recentrer plus sur l'université. Parce qu'aujourd'hui, je vais le dire clairement, on est face à des murs face aux professeurs. Parce qu'ils amalgament, en fait, pour eux, dès qu'on fait des références au marxisme,
ils font très vite le lien avec le stalinisme et le marxisme dogmatique. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Qu'est-ce qu'ils pensaient de ça? Est-ce qu'ils ne pensaient pas qu'il fallait faire évoluer, il fallait contribuer à faire évoluer cette philosophie, cette pensée à l'université? Si monsieur Guillaume, lisez son œuvre, vous en saurez autant. Bon, et... On peut évoquer ou chercher quantité de raisons intellectuelles qui expliquent que Robert Scarpit ne soit entré au Parti communiste que tardivement, ou n'ait pas pris sa carte. Mais il y a aussi le fait qu'entrer au Parti communiste dans les années 50 ou 60, c'était se condamner à une vie extrêmement ennuyeuse. Il fallait assister à des réunions de secte, à des réunions de cellules, où on déversait des tonneaux de dogmatisme absolument insupportables, et on comprend parfaitement qu'Escarpit n'ait pas voulu se plier à ces mythes et adhérer à ces rites. Et refuser cette discipline, parce qu'il y avait, pour les communistes bontins, il y avait une obligation de discipline extrêmement stricte et parfaitement ennuyeuse. On comprend parfaitement qu'Escarpit ne s'y soit pas plié. Une question de personnalité. Oui, et ça je l'ai entendu aussi. Mais par rapport au marxisme et à l'amitié qu'il avait avec Goldman, je crois, parce que c'était quand même très important, le structuralisme génétique, et c'est présent dans ses ouvrages, et c'est vrai qu'il faut lire le dialectique, matérialisme historique, c'est une reconstruction d'Engels, et c'est pas du marxisme, hein, déjà, première discussion possible. Mais deuxième discussion possible, c'est la relation avec Lukács, qu'il a lu, et Goldman, il y a toute une filiation. Et ensuite aussi, ma question, ça serait, d'après vous, quelle était l'importance, est-ce qu'elle est tutélaire ou pas de Sartre, et quel Sartre en fait? Est-ce que c'est le Sartre, c'est quel Sartre? Est-ce que c'est le Sartre de la crise existentialiste, de la nausée, ou est-ce que c'est le Sartre de critique de la raison dialectique? Ou est-ce que c'est, on ne sait pas, cette figure de qu'est-ce que la littérature, qui apporterait quelque chose à son statut d'écrivain, je ne sais pas. En tous les cas, il me semble que, par rapport à ce que disait David ce matin, l'idée, et c'est quelque chose qu'on trouve assez périodiquement dans ses ouvrages, c'est la question du libre arbitre, quoi. Et son débat avec la question du libre arbitre, de la liberté. Et que, disons, si on fait un peu la généalogie du concept, c'est un concept, qui s'ancre chez Saint-Augustin, qui a une tradition chrétienne très très forte, quoi, face à la théorie de la prédestination. Et là, on voit bien que l'ancrage protestant, il y a une rupture très très forte qui d'ailleurs est analysée par Sartre. Hein. Il y a tout un passage où Sartre, assez fasciné dans la question juive en particulier, par le monothéisme, et fait une critique de la théorie de la prédestination qui n'est pas parce que la théorie de la prédestination ne présuppose pas une liberté possible, puisque tout est donné au début. Donc il n'y a pas ce que Marie Leland appelait tout à l'heure le hasard, et toute cette contingence de la vie en fait n'est plus présente, quoi. Et il y a aussi une chose que au fil des lectures que je fais, c'est la présence en sous-texte, ou en paratexte, ou je ne sais pas, mais de la question de Dieu, de la question du diable, de la question de la transcendance, qui reviennent tout le temps, avec un mode d'ironie sur la lettre qui est envoyée au Dieu et au ministre, enfin à la poste, etc. Là aussi, il y a des canulars au début de chaque lettre qui sont tout à fait intéressantes, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une vraie discussion avec une absence de transcendance qui est presque un manque. Un auteur célèbre a dit que l'humour est l'élégance du désespoir. Et je crois profondément, dans une conversation tout à fait privée, pour ne pas dire intime, j'ai dit un jour à Robert Escarpit, vous êtes en réalité comme un Don Quichotte. Et il m'a répondu, vous avez raison. Parce que toute sa vie, il a couru après des moulins à vent,
Il a connu le succès, mais il a connu aussi beaucoup de critiques. Et je pense que, fondamentalement, c'était un homme angoissé. Et tellement angoissé qu'il essayait de bâtir des systèmes. Sa fascination pour la mathématique, pour un moment, pour la sémiologie. Il cherchait des structures. Il s'entourait de gens qui étaient très structurés et même stables. Et fondamentalement, cette inquiétude libertaire, c'est pour ça que je rappelle qu'il s'est engagé dans les brigades révolutionnaires. Alors que son milieu et son éducation ne l'y prédisposaient pas. Et dans cette recherche de système, dans sa volonté de voir comment marche l'horloge, je le renvoie, moi, à Voltaire. Voltaire qui disait « C'est étonnant que cette horloge marche et n'ait pas d'horloger. » Donc, Dieu comme manque, et on s'adresse au diable qui ne répond pas. Je vais essayer de répondre un peu à l'étudiant qui est vraiment dans la salle, parce que si j'ai bien compris la question que vous soulevez, c'est que quand vous abordez un maître et que vous lui donnez une vue générale sur un sujet, inspiré d'une idéologie ou d'une autre, je ne sais pas quelle est la vôtre, une grande vue d'ensemble, il vous rembarre, si j'ai bien compris. Mais c'était pareil en notre temps. Nous autres étudiants à l'école des Chartes, si on lançait une grande vue générale, il y avait toujours un bon maître pour nous dire, comme Fustel de Coulanges, avez-vous un document? Après, vous pouvez être embarrassé. Donc on a la même chose aujourd'hui avec les vues de René Girard, qui sont combattues absolument partout, dans toutes les universités du monde, au nom de chaque spécialité. C'est plus le marxisme, mais cette vue-là des choses qui n'est pas marxiste, celle de René Girard, elle a la même opposition fondamentale des spécialistes de quelque chose qui disent oui, René Girard a lu le texte de Stendhal, mais moi j'en sais un peu plus. Et grâce à ce que je sais de Stendhal, je pense que René Girard a tort dans son hypothèse générale qui s'étend à l'ensemble de la littérature romanesque et au problème des victimes, de la victime, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Avec Plouscar, oui, Plouscar, c'est aussi un problème. Moi, j'ai une question. Oui, mais tous les penseurs qui ont une vue générale sont des problèmes. Ils sont faits pour ça, peut-être. Ce que tu viens de dire, en fait, c'est une question que je voulais poser, que j'avais oubliée, merci. C'est l'idée de la théorie générale de l'information et de la communication dont vous nous avez parlé. Et en fait, ce qui a été à la française, en plus, ce qui a été un ouvrage important, réédité, ensuite, comment dire, un peu oublié par les enseignants, mais quand même réédité par la nécessité d'avoir un manuel, quoi, tout simplement, et donc Hachette a réimprimé. Et la question, ça ne m'étonne pas, en fait, et la question que je vais vous poser, c'est, ça ne m'étonne pas qu'il ait eu du mal à l'écrire, parce que le passage par la théorie de l'information, j'essaierai d'en parler un peu cet après-midi, dans la relation entre texte, d'un côté stylistique, le littéraire, comment dire, le normalien, angliciste, etc. Et d'un seul coup, Shannon, c'est-à-dire en fait ce qu'il y a de plus dur en calculabilité, c'est-à-dire la réduction de l'information au calcul, le passage ne se fait pas facilement. Donc effectivement, il y a une crise, vous en avez souligné l'importance. Et après, on voit très bien dans la communication écrite qu'il y a une tentative de réutiliser à partir de la lecture la théorie de l'information pour montrer qu'il y a des difficultés du côté de la réception, c'est-à-dire qu'un texte est lu et que, bien effectivement, on ne comprend pas tout et que là, on peut essayer de mesurer ce qui est compris de la lecture. Et donc ça permet de faire une jonction entre la théorie disons, objectivante de la mesure une théorie de l'information et la théorie subjective de l'auteur. En fait, grosso modo, l'émetteur, la caractérisation, c'est que l'émetteur, c'est l'auteur, et que le récepteur, c'est, comment dire, le lecteur, et que si on se place du point de vue du récepteur, on peut mesurer quelque chose. Et on ne peut pas mesurer quelque chose du point de vue de l'émission. Donc en fait, on ne peut pas formaliser, comment dire, de manière très précise et quantifier l'activité d'un écrivain. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est quantifier la réception d'une œuvre, selon des critères qui restent à établir, mais qu'on peut quantifier par une enquête, tout simplement. Et est-ce que c'est pas
Ma question, c'est est-ce que vous pouvez revenir sur cette difficulté? Vous avez même dit à un certain moment, il était pas bon à vivre à ce moment-là, quoi. Il était grognon, je ne sais pas. Enfin, est-ce que vous pouvez essayer de nous parler de ce moment-là? Non, mais pas pour montrer le côté inconvenant de l'affaire, mais parce que c'était une difficulté. Et c'est quelqu'un qui n'aimait pas. Alors, en fait, psychologiquement, il fallait que ça marche, et que là, ça a été, je pense, une épreuve très forte de sa vie, parce que c'est un tournant. Et est-ce que vous pouvez nous en parler de ça un peu? C'est une résistance au texte, qu'il lit bien sûr en anglais, et puis il n'est pas familier de ces auteurs, que ce soit Bell, Laswell, Weber, et puis et Shannon. Et finalement, il s'appuie davantage sur Shannon, dont je pense l'écriture est moins difficile. Elle est mathématique, mais peut-être des mathématiques moins dures que les autres. Pas Laswell, mais ni Alson, mais les autres. Mais c'est quelque chose qui est nouveau pour lui et qu'il veut reformuler d'une façon adaptée aux étudiants. Adaptée aux chercheurs, bien sûr, aux nouveaux chercheurs et aux étudiants. Et cette théorie lui semble indispensable parce qu'il n'y a rien d'autre en France. Et l'idée de la cybernétique, en fait, est-ce que ça résonnait chez lui à l'époque? Parce que, comment dire... La cybernétique, c'est les années... 65 en France, oh, mais même avant, les tortues de Grey-Walter. Oui, c'est avant, mais en France, c'est tout ça, c'est 60. Au début des années 50, les tortues de Grey-Walter. En France, la réception, elle se fait dans les années 60. Mais, En tout cas, dans les années 70 et suivantes, il a beaucoup fréquenté les physiciens et Abraham Mols. Et Abraham Mols, dans un ouvrage capital, avait bien montré l'incertitude de l'information, c'est-à-dire que, d'après les calculs de physiciens et d'acousticiens sur la réception, il disait qu'il y a à peine, Abraham Mols disait, il y a à peine 30% du message émis qui est reçu, et avec ces 30%, les lecteurs, récepteurs en font encore autre chose. Et dans l'ouvrage d'Abraham Mols, ça se termine, je crois même que c'est la page couverture, qui est une spirale. C'est-à-dire que la connaissance va d'un point à un autre, passant par des étapes dont certaines sont institutionnelles et d'autres aléatoires, mais c'est toujours un mouvement continu. Et finalement, c'est l'incertitude de l'information. Et les travaux sur la réception, qui ont été préfaits aussi après, à Paris 7, en particulier par Jean Devès, sont dans ces années-là. Il y a peut-être un dossier dans le fond des archives qui répondrait un peu à vos questions, en particulier auquel je pense. C'est la genèse de l'enquête sur un roman Simon, je crois le déménagement. Et là, on peut percevoir que, certes, son idée, je suppose, je n'ai pas étudié du tout à fond, mais je l'ai vu passer, son idée c'était qu'il fallait étudier de nombreux lecteurs et faire une enquête de nombreux points de vue, c'est le problème du point de vue qu'il est. Et ensuite, j'ai l'impression que la synthèse n'est nullement mathématique, mais encore très littéraire, en fait. Non, pas la lecture de Simenon, bon, je l'ai lu, le déménagement, mais ça faisait partie de mon boulot aussi. On fait une enquête, bon, je fabrique le questionnaire, et on fait une enquête. Je pense qu'il y avait eu une conversation avant avec Jacqueline Piatier ou quelque chose comme ça, et il paraît un article dans Le Monde, un haut de page, qui est l'article qui est rédigé par Robert Escarpi. Et cet article est reçu différemment. Il est reçu différemment à Liège. On n'est pas du tout d'accord avec cet article. On ne comprend pas qu'Escarpi se perde dans cette analyse de Simenon pour un roman qui est un roman de Simenon parmi d'autres. Tellement il y en a. Et je vous rappelle que Simenon est belge. Peut-être une dernière question avant d'aller manger, c'est l'idée du rapport entre quantité et qualité, quoi. C'est-à-dire que l'enquête, elle est forcément au final, disons, réduite à une synthèse quantitative, donc il va falloir apprécier une interprétation, mais il y a des chiffres, quoi. Et ce passage
ce passage va être à l'origine de la création de la sociologie de la lecture en France, en fait. Les grandes enquêtes, on a l'impression que la sociologie va se construire après. Peut-être que c'est fou. Enfin, c'est pas si imminent. Non, c'est pas si non, mais que les différentes enquêtes qui sont faites entre les années 50 et les années 60, fin des années 50 et les années 60, c'est des enquêtes qui vont anticiper, la naissance de la sociologie de la lecture, qui va s'institutionnaliser, et que c'est fait sur une base, il y a un ouvrage pas de la laïcité, comment on appelle ça, son ouvrage, École laïque, école du peuple. École laïque, école du peuple, tout à fait, c'est cet ouvrage-là, c'est-à-dire en fait de l'esprit républicain d'une méritocratie qui va, par la lecture, améliorer le niveau des citoyens et donc qui justifie les enquêtes auprès de l'armée, auprès aussi il avait un ami qui était dans une association qui lui a permis de faire des enquêtes aussi, dont vous m'aviez parlé un jour, des enquêtes, alors c'était une association, je ne sais plus, familiale, ou j'ai plus ça en tête, mais qui lui a permis en fait aussi d'aller voir si, lui donner l'idée des enquêtes de lecture. Les enquêtes sur la lecture, il les a très tôt, oui. Les idées, et il n'est pas le premier, parce que Jean Hassenforder en publie déjà avant nous. Mais c'est pas en France. Et si, c'est à Paris. D'abord, Jean Hassenforder est un disciple de Fourastier, et à la fac de ce qui deviendra la fac de sciences économiques, il a un petit poste de bibliothécaire, mais enfin il a des études de droit, c'est juste un poste pour étudiant. Et il fabrique les premières enquêtes en 1957, et elles sont publiées, soit sur des feuilles renéotées, soit... Bon, Jean Hassenforder vit toujours. On le rencontre au début des années 60 à l'UNESCO. Il va être chercheur à l'Institut pédagogique national qui deviendra l'INRP, et ce sera une grande figure. J'ai participé au volume de mélange qu'on lui a fait. Donc, les enquêtes commencent avant nous en France. Et ça veut dire que c'est pas Il travaille sur le succès de Teilhard de Chardin, encore un nom qui ne dit plus grand chose à personne à l'heure actuelle. Non, mais d'après vous, quelle serait la spécificité, s'il y en avait une, de l'école de Bordeaux dans ces cas-là? Parce que pour moi, l'idée fausse, et vous venez de me la retirer, c'est effectivement, il n'y a pas de priorité, de primeur en fait sur la naissance des enquêtes, et donc qu'est-ce qui justifie la dénomination école de Bordeaux? Est-ce que c'est quelque chose qui est construit depuis l'Amérique latine, comment ça s'organise tout ça? C'est plutôt depuis l'Allemagne, depuis l'Italie, etc., que l'on parle d'une école de Bordeaux. On commence déjà à en parler en 70. C'est donc le résultat des traductions. C'est le résultat des traductions pour répondre à la collègue de... Oui, mais tous ces gens-là, ça passe par la littérature comparée. Et tous ces gens-là parlent français, ils ne lisent pas en traduction. Là, j'ai une petite anecdote. J'ai reçu à Bordeaux un Mexicain qui était déjà titulaire de doctorat et qui est reparti au bout de 6 mois. Et il est à l'heure actuelle à la tête de l'université du Mexique dans le champ de la science politique. Alors je lui demande, un petit peu affligé, pourquoi il quittait Bordeaux aussi rapidement, et il me répond: j'étais venu pour travailler avec l'école de Bordeaux, et je me suis rendu compte que chaque professeur éminent ici se prend pour le chef d'une école. Et c'était l'époque où il y avait effectivement Tudesque, Estival, Escarpie et quelques autres. Et c'est vrai que nous étions dans la même université, mais nous tenions chacun à notre propre autonomie, autarcie et réputation.
Ça vous explique peut-être cet éparpillement. Est-ce qu'on pourrait évoquer aussi dans l'univers des sciences humaines, précisément, plus précisément d'histoire, c'est la vague d'histoire quantitative à ce moment-là, dont Chonu est le grand représentant. Il y en a eu beaucoup d'autres en France qui se sont mis à compter à l'infini la population et ses mouvements dans les plus humbles des actes d'archives à ce moment-là. Et leur travail apparaissait, et était d'ailleurs sérieux et scientifique, parce qu'il était chiffré. Voilà. Donc ça va bien au-delà certainement de la sociologie de la littérature, c'est un mouvement. D'où l'histoire revient finalement avec l'évocation depuis quelques décennies de cas individuels à partir desquels on peut reconstituer un univers mental. Mais on ne peut chiffrer que parce qu'il y a les machines. Il faut attendre l'univers des machines. Dans l'angèle des machines. Merci encore.